Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Tous les opposent, y compris leur vision de la famille. Plutôt conservatrice chez Marine Le Pen, plutôt libérale du côté d'Emmanuel Macron. Elle abrogera le mariage pour tous si elle est élue. Il étendra la PMA à l'ensemble des femmes s'il arrive au pouvoir. La politique familiale reste un déterminant important des clivages politiques et restera comme un des marqueurs forts du quinquennat qui s'achève. Dans ses avancées comme dans ses échecs, la loi Taubira ne doit pas faire oublier à la majorité qu'elle fut incapable de faire passer début 2014 sa loi sur la famille. Le projet fut reporté sine die. Il n'est jamais réapparu. Alors, dans le cadre de notre partenariat mensuel avec le journal La Croix, consacré depuis le mois de septembre aux grands débats électoraux de la présidentielle, la famille s'imposait comme un thème incontournable, en posant la question du rôle de l'État dans ces évolutions de cette famille. Accompagner, protéger, remodeler. L'État doit-il défendre une certaine idée de la famille ? Eh bien, c'est la question que nous posons ce soir à Hélène Périvier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheuse à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, et vous travaillez en particulier sur les politiques sociales et familiales. Pour discuter avec vous, Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Délégué général d'Alliance Vita, une association de sensibilisation à la protection de la vie humaine. Vous venez de publier un petit opuscule intitulé « Le bilan occulté du quinquennat Hollande », dans lequel vous dénoncez notamment la fragilisation de la famille depuis 5 ans. On aura l'occasion, bien entendu, d'y revenir. Et puis, pour m'accompagner, comme chaque premier jeudi du mois, Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Hervé. Directeur du journal La Croix. La Croix qui publie, comme à chaque fois que nous sommes en partenariat, des éléments de débat avec nos deux invités, donc Hélène Périvier et Tugdual Derville, pour répondre donc à cette question que je vous rappelle. L'État doit-il défendre une certaine idée de la famille ? Mais si vous permettez, en préambule, je voudrais vous poser une question liminaire, à savoir la légitimité de l'État à intervenir dans le domaine familial. Est-ce que vous considérez que c'est légitime, justement, l'un et l'autre, ou bien qu'au contraire, l'État devrait rester en toutes circonstances en dehors des questions qui concernent la famille ? Tugdual Derville. Moi, je pense que c'est impossible d'imaginer qu'un État se désintéresse de la famille, parce que la famille, au fond, constitue la société. Toute autorité légitime naît dans la famille, c'est l'autorité paritaire, en principe, quand tout va bien, homme-femme, auprès de l'enfant, et l'État prend d'une certaine manière le relais. L'État est là pour compenser, l'État est là pour garantir aussi que les enfants ne soient pas gravement maltraités. Et alors, en désespoir de cause, je dirais, on peut aller jusqu'à retirer un enfant à sa famille, mais la société doit énormément à la famille, qui est source de prospérité quand elle va bien, et qui doit être soutenue lorsqu'elle va mal, avec des conséquences en termes de coûts sociaux et monumentaux. Et c'est vrai que, et c'est le sujet peut-être pour lequel vous nous avez invité, que la façon dont l'État va soutenir ou pas la famille va aussi avoir un énorme impact sur la façon dont la famille va aller bien ou mal. Voilà, évidemment, alors c'est sur la façon dont l'État intervient que va être menée cette discussion, mais sur cette question déjà de principe, vous êtes d'accord avec ça, Hélène Périvier ? On ne peut pas laisser l'État en dehors des questions familiales ? Oui, alors l'État social a vocation à redistribuer des ressources d'un certain type de ménage vers un autre, et c'est vrai que quand on parle de famille, on parle beaucoup d'enfants. Les enfants sont des dépendants qui méritent une protection particulière, et de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il est parfaitement légitime qu'il y ait une politique dite familiale, c'est-à-dire une politique qui essaye de redistribuer des ressources pour protéger ces citoyens en devenir que sont les enfants, et donc s'assurer qu'ils ont les services publics et les ressources minimales pour assurer leur développement. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que la protection, justement, c'est la première des missions de l'État par rapport aux familles ? Ça n'est pas la seule, mais est-ce que ça serait celle qui vous paraîtrait prioritaire, Hélène Périvier ? Historiquement, c'est pas ça. La première mission de la politique familiale, historiquement dans le cas de la France, c'est une mission de soutien de la natalité. On peut revenir sur la France du 19e siècle et du début du 20e, où il y a un problème démographique, et la politique familiale est conçue pour inciter, encourager les couples mariés à avoir des enfants. Et de ce point de vue-là, il y a une façon dont l'État social vise à favoriser une certaine forme de famille. Bien sûr, on va revenir dessus. Aujourd'hui, il y a une multiplicité des formes de famille, et donc la façon dont l'État social intervient doit s'adapter à ces nouvelles configurations familiales. Tugdual Derville. Moi, je pense que l'enjeu majeur, c'est d'encourager ce qui est le plus épanouissant
qui répond le mieux aux besoins profonds des enfants. C'est peut-être là qu'on peut avoir un point de désaccord, car il n'y a pas de véritable neutralité de l'État, soit il encourage cette stabilité familiale, cet écosystème de base qu'est la famille, parce que nous naissons tous du ventre d'une femme. Et ça dessine des rôles qui sont des rôles à la fois d'égale dignité, mais qui sont différents du père et de la mère. Et donc ce besoin profond de l'être humain qui naît dans une culture du soin, le soin de ses parents, et quand elle manque, eh bien l'État pallie, mais ne remplace jamais. Ça dessine l'orientation que l'État peut avoir en encourageant cette stabilité, en encourageant bien sûr la protection de l'enfant. Mais je dirais que l'enfant n'est pas le seul dépendant. Nous sommes interdépendants et au sein du couple, il y a notamment une interdépendance majeure dans la procréation et dans le reste. Donc, soit on voit la famille comme une communauté, ce qui est mon cas, et on essaie de l'encourager dans sa stabilité, soit on voit des individus qui s'agrègent, et à ce moment-là, c'est peut-être une autre philosophie, mais qui n'est pas la mienne. Guillaume Goubert. Hélène Périvier, juste sur ce point précis, est-ce que l'État pourrait jouer un rôle pour encourager la stabilité familiale, sachant que l'instabilité familiale a des coûts très importants, des coûts humains, mais aussi des coûts économiques. Par exemple, il y a la question de la pauvreté que ça induit pour les familles où il y a des ruptures, mais il y a aussi, par exemple, sur la crise de l'immobilier dans les grandes villes, par exemple, le nombre des séparations qui multiplient les besoins en logement contribue à la pénurie de logement. Est-ce que l'État pourrait avoir une politique dans ce domaine ? D'abord, je pense que l'État n'est pas une émanation qui vient de l'espace. C'est le produit d'un consensus dans une société démocratique qui reflète en partie les valeurs de cette société et qui en partie les encourage. Encore une fois, si on prend du recul historique, la France des années 50, des années 30 aux années 50, c'est une France dans laquelle le modèle de la famille qui est porté, celui du couple marié, madame au foyer, monsieur travaille. En l'occurrence, les femmes n'ont pas le droit de vote avant 1945, donc démocratique tout à fait relatif. Et donc l'idée que la politique familiale vise à encourager la natalité passe par on va favoriser ce type de famille pour essayer d'avoir une natalité plus dynamique. Mais les décennies qui ont suivi nous ont montré que les aspirations des Français ont changé. Aujourd'hui, les grandes lois qui ont été votées dans les années 70, les lois famille, sur l'autorité parentale, sur l'accès au divorce au consentement mutuel, et puis l'ensemble des politiques familiales qui ont été réformées, sont venues accompagner des aspirations qui sont à pouvoir vivre en union libre, avoir des enfants, se séparer, divorcer, recomposer sa famille. Je ne porte pas de jugement. On peut trouver ça dommageable. C'est peut-être le cas de certains. Moi, je trouve que c'est plutôt le signe d'une société qui s'émancipe, avec les coûts que ça peut apporter, que vous avez décrits. Mais on peut dire que c'est plutôt le signe d'une société qui s'émancipe. Dans ce cadre-là, le rôle de l'État social, c'est d'accompagner, de protéger les individus. Et il y a des défis majeurs à relever pour accompagner cette multiplicité des formes de famille qui existent aujourd'hui et qui sont la façon dont les gens souhaitent vivre. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre acte de ces évolutions. Donc plutôt atténuer les effets des évolutions de la famille plutôt que de vouloir agir peut-être davantage en amont et de contrer certaines évolutions. Ben oui, on va pas interdire les gens de divorcer. Je veux dire, les gens divorcent, c'est un fait. C'est extrêmement compliqué d'en mesurer les conséquences. On sait qu'économiquement, d'ailleurs, j'ai tweeté un graphique qui montre que les femmes perdent davantage en niveau de vie après un divorce. C'est un problème économique et social qu'il faut prendre en compte du point de vue de l'égalité des femmes et des hommes. Mais on va pas revenir sur le droit fondamental de pouvoir se séparer de son conjoint. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, une politique familiale moderne vers les familles, c'est une politique qui accompagne ces nouvelles formes de vie et ces aspirations qu'ont les familles aujourd'hui. Alors, on ne va pas empêcher les couples de divorcer. Vous n'allez pas jusque-là, Tugdual Derville, en tout cas dans l'interview à laquelle vous répondez dans le journal La Croix de ce jour. Enfin, vous allez quand même dans cette direction en disant notamment que les familles... Alors, vous faites un constat qu'évoquait Guillaume Goubert, hein, c'est-à-dire certaines évolutions de la famille provoquent un appauvrissement. Et vous dites l'État doit prévenir les risques de séparation avec cette proposition qui m'a quand même beaucoup surpris. L'État devrait s'investir dans la préparation au mariage civil, si j'ai bien compris, pour que les couples, une fois qu'ils sont mariés, soient renforcés, consolidés et aillent moins facilement vers la séparation. Oui, c'est-à-dire que je pense que j'ai entendu tout à l'heure le mot émancipation et bien sûr vive la liberté, mais attention à ne que ça ne se fasse pas au détriment de la fraternité qui naît au sein de la famille, entre frères et sœurs, et qui ne se choisissent pas, même si ils vivent sous le même toit. Et là, la question est quels sont les désirs profonds des personnes. Il y a encore aujourd'hui 70% des enfants mineurs qui vivent entre leurs deux parents.
qui vivent entre leurs deux parents. Et 80% des Français, quand on leur demande ce qui est bon pour l'enfant, eh bien, c'est qu'ils vivent avec son père et sa mère. Et donc là, il y a un désir profond. Le désir d'ailleurs de s'aimer durablement est partagé par une immense majorité des jeunes de notre pays. Et donc, quand j'entends ce mot, j'entends ce souci que vous avez de l'émancipation, mais attention à ce que ça n'aboutisse pas effectivement à ce que vous constatez comme moi, qui est la pauvreté, l'appauvrissement, notamment au détriment des femmes, des mères. Donc au nom de l'intérêt de l'enfant, il faudrait prendre des mesures qui limiteraient les raisons pour un couple de se séparer, de divorcer. C'est-à-dire que laisser entendre que tout se vaut, laisser entendre que les séparations sont indolores, c'est un déni du réel. Et de nombreux témoignages maintenant sont sortis des livres, je pense à celui d'Agathe Fourniou qui a sur la souffrance des enfants quand leurs parents se séparent, le fait que 40% de ces enfants au moment de ces séparations après ne voient plus durablement en tout cas l'un ou l'autre de leurs parents et notamment les pères qui donc se trouvent comme satellisés. Tout cela, ça dessine une société avec une double peine pour les femmes qui se retrouvent nombreuses, les 20% de familles dites monoparentales, mais je conteste le terme parce qu'il y a toujours un père quelque part ou en tout cas un autre parent quelque part. Et puis c'est cette grande proportion d'enfants qui affirment ressentir une énorme souffrance au moment de la séparation. On ne peut pas se désintéresser des souffrances sociales parce qu'elles ont des conséquences énormes. Si nous avons 140 000 personnes aujourd'hui dans la rue en France, pour beaucoup d'entre elles sont des ruptures familiales. Et donc, plutôt que de simplement soigner et accompagner, compenser, et je suis d'accord pour la politique sociale de la famille, il faut une politique familiale en tant que telle qui prévient, qui encourage et qui prévient ces maux MAUX dont qu'endurent les enfants et beaucoup les femmes et les hommes aussi d'ailleurs. Il y a de nouvelles procédures de divorce par consentement mutuel qui sont entrées en vigueur au 1er janvier de cette année. Est-ce qu'on a des études qui permettent de dire, par exemple Hélène Périvier, que ces politiques-là peuvent avoir un effet sur justement le nombre de divorces? C'est-à-dire, est-ce que ça encourage les séparations ou bien est-ce qu'on peut-être d'ailleurs tenir l'hypothèse inverse, c'est-à-dire qu'un couple, sachant qu'il pourra se séparer plus facilement, va peut-être aussi aller vers le mariage là aussi plus facilement, parce qu'en se disant bah voilà, au moins si ça se passe mal, je pourrais partir sans toutes les formalités qui étaient celles de mes parents par exemple. Non, je ne sais pas s'il y a des études, c'est encore un peu tôt pour savoir quel est l'impact de ce type de réforme sur les comportements des gens. Mais je pense que ce qui est un peu idéaliste, c'est de penser que la société dans laquelle les gens étaient mariés et restaient ensemble parce que les divorces étaient plus compliqués ou mal admis, ou était une société idéale dans laquelle les enfants étaient élevés avec dans la sérénité la plus totale. C'est absolument pas la réalité sociale du monde dans lequel nous vivons. Donc je pense que c'est extrêmement important de laisser aux gens la possibilité d'avoir un mode de vie qui est le leur. Dans tous les cas, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué de rester en couple et d'élever son enfant si on est en conflit permanent avec son conjoint. Donc, il me semble pas que ce soit le rôle de l'État de regarder ça. Par contre, effectivement, c'est vrai que ça pose des défis futurs pour la politique familiale. Par exemple, c'est vrai que le taux de pauvreté des enfants ou la baisse du niveau de vie des femmes après un divorce, elle est due au fait que les femmes sont plus investies dans la famille, moins sur le marché du travail. Et de fait, quand il y a rupture de couple, elles sont moins autonomes du point de vue de leur propres ressources. Donc là, il y a un vrai défi. Il y a des avancées qui ont été faites, notamment la garantie pour impayé de pension alimentaire, qui permet de garantir un niveau de pension alimentaire minimum. Ce sont des avancées qui permettent de limiter ces effets-là. Et voilà, je pense que il faut essayer de sortir d'un cadre qui serait idéal de la famille pour essayer de laisser la place à des formes familiales différentes. Et l'État social est là pour accompagner les conditions de vie, notamment des enfants, suite à l'évolution de ces différentes formes de famille. C'est peut-être là qu'on a un point de désaccord, je dirais, parce que c'est intéressant de chercher le point là où on a un point de désaccord. Je suis d'accord pour dire qu'il faut accompagner les familles en difficulté, mais je pense que l'État a un énorme rôle à jouer pour favoriser cette stabilité familiale qui correspond, de mon point de vue, au meilleur possible pour l'enfant. Je ne dis pas idéal, je dis il n'y a pas de famille modèle, mais il y a tout de même un modèle de famille préférable, c'est celui où il y a la parité. Cette parité homme-femme originelle, qu'on a tous dans nos gènes et dans notre engendrement, et qui a sa source justement dans cette famille. Et cette parité-là, quand elle n'est pas là, ça n'empêche pas l'enfant d'être heureux, ça n'empêche pas, mais il y a un manque qui est une source de souffrance. Et donc, lorsque on laisse entendre que tout se vaut, ou qui en tout cas il n'y aurait rien de préférable pour l'enfant, je crains qu'on nie
cette souffrance de l'enfant auquel il manque soit un père, plus souvent, soit une mère. Alors je pense qu'il y a un autre point de désaccord qui est assez intéressant, hein, c'est que vous avez une vision de la famille qui est extrêmement ancrée dans une vision naturelle de la famille. Or, les recherches en sciences sociales montrent que la famille est une institution sociale à part entière. Donc c'est absolument pas quelque chose qui émane comme ça de la nature. La répartition des rôles sexués est une répartition sociale. La domination masculine est très bien documentée en sciences sociales. Je sais que vous êtes spécialiste de ça, mais je ne suis pas d'accord. C'est assez compliqué de l'ancrer dans un modèle naturel qui serait immuable et absolument inébranlable. La preuve, c'est qu'il faut respecter aussi le mouvement d'émancipation des femmes, les mouvements féministes qui ont été portés par les femmes depuis la fin du XVIIIe siècle notamment, et qui ont, au cours du XIXe et au cours du XXe, apporté des droits fondamentaux pour les femmes qu'elles n'avaient pas, y compris dans cette forme familiale que vous estimez être naturelle. Rien n'est naturel, tout est très politique. Il y a des choses naturelles. Moi, je suis pour, vous savez, l'écologie humaine, et il se trouve que nous avons, dans l'engendrement, des fonctions différentes. Je ne serai pas enceinte. Mais en aucun cas, ça ne doit être préjuger de vos rôles sociaux. C'est ce que j'essaye de vous dire. Si, parce qu'une femme allaite son enfant, éventuellement. Mais pas nécessairement. Et un homme ne peut pas le faire. En tout cas, un homme ne peut pas le faire. Il peut donner un biberon éventuellement. Oui. Donc, moi, je suis allé chercher, parce que je suis d'accord avec vous pour lutter contre les stéréotypes de machistes, et qui sont encore très présents dans notre société, et je ne m'exclus pas forcément de la critique, mais d'aller regarder au plus profond en quoi il y a cette différence. Et donc, c'est vrai que j'ai critiqué dans le quinquennat précédent cette évolution du congé parental qui s'est fait finalement au détriment des précédent, femmes. Il est toujours en cours. En cours, oui, qui est en train de s'achever. Et c'est lui encore quelques jours. Et je l'ai critiqué parce que on s'est rendu compte que les femmes ont été finalement les grandes perdantes de cette réforme qui a réduit leur congé parental en prétendant le proposer à des hommes qui en fait ne l'ont pas pris parce qu'ils n'ont pas forcément le même rôle au départ de la vie de leur enfant, et les femmes n'ont pas forcément d'ailleurs le souhait d'avoir le même rôle que les hommes et réciproquement. Alors écoutez, si on prend des comparaisons internationales qui permettent un peu de prendre un petit peu de recul, le cas de l'Islande ou le cas de la Suède sont très intéressants parce que par exemple le cas de l'Islande en matière de congés parentaux, c'est le pays dans lequel il y a quasi parité dans le nombre de mois pris par les pères et par les mères en matière de congés parentaux. Donc il y a bien derrière ça des formes d'institutions, une organisation sociale qui porte plus ou moins l'égalité des femmes et des hommes. Clairement, la France est loin de ce modèle-là, donc à nous de faire notre propre chemin, mais d'autres pays nous montrent que d'autres organisations sociales peuvent être possibles. Bon, alors on est un petit peu en retrait ce soir, Guillaume Goubert. On écoute avec beaucoup d'attention votre dialogue assez très intéressant même entre tous les deux, Hélène Périvier et Tugdual d'Herville. On est un petit peu comme les journalistes d'hier soir pour le débat. Sauf que le débat c'est plus intelligible quand même. Honnêtement plus. De toute manière, c'était difficile de faire pire. Mais on a quand même quelques questions à vous poser, Guillaume Goubert. Tugdual d'Herville, vous avez clairement énoncé le modèle familial qui vous paraît préférable. Néanmoins, il y a un certain nombre de situations réelles. Par exemple, la présence d'enfants auprès de couples de même sexe, qui n'est pas forcément lié à des techniques, pour reprendre une de vos expressions, à des bricolages procréatifs. Ça peut être des enfants qui sont nés d'une union précédente d'un des membres de ce couple et qui ne sont pas coupés de l'autre parent, pas forcément, etc. Bon, quel est le degré d'institution qui vous paraît souhaitable pour ce type de situation? Je veux dire, est-ce que ce type de famille, ce qu'on appelle l'homoparentalité, etc., vous lui déniez tout droit à une forme d'institution? Je pense que le mot homoparentalité a quelque chose de piégeant parce que ça casse au fond cette parité dont vous avez entendu qu'elle était pour moi fondamentale sur le plan anthropologique, sur le plan de ce que j'appelle l'écologie humaine. Et dans les familles recomposées, j'allais dire traditionnellement recomposées, je pense qu'on prend un grand soin à ce que le beau-père ou la belle-mère ne se prétendent pas, ne s'affichent pas comme père ou mère de l'enfant. Et c'est une véritable protection que l'enfant soit bien reconnu comme ayant une filiation avec deux parents, un homme et une femme, ce qui jusqu'alors, même dans l'adoption, était garanti à l'enfant jusqu'à la loi Taubira. Et donc, je pense qu'il faut effectivement des aménagements. Il y en a eu un certain nombre, et elles étaient d'ailleurs déjà bien avancées lorsque la Taubira a été votée, qui permettent à des personnes qui assument une responsabilité auprès d'un enfant de pouvoir assumer cette responsabilité, dans des cas, hospitalisation, etc. Voilà. Mais sans prétendre
à cette multiplication des parents, ou des figures paternelles ou maternelles, ou des coparents qui, au fil des ruptures, finissent par faire peser sur l'enfant une sorte d'intrusion d'adultes qui s'affiche comme étant responsable de cet enfant, alors que l'enfant, finalement, se voit escamoté, et dans le cas de ce que vous avez appelé l'homoparentalité, il se voit escamoté de sa filiation, trop souvent, non pas dans les situations que vous avez évoquées à l'instant, mais dans le cas, en tout cas, d'une adoption plénière par deux personnes de même sexe, et bien toute une partie de sa généalogie, de sa filiation, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit biologique, lui est volée, je dirais. Et ça me paraît profondément injuste pour l'enfant. Et donc la question aussi, c'est quelle est la voix de l'enfant? Est-ce qu'il a le droit de contester ce qui lui est imposé? Sans doute n'a-t-il pas le droit de le contester. Et pour moi, c'est une grave discrimination qu'il subit. Mais vous en tirez quelle conclusion du point de vue des droits, justement? Moi, je n'ai pas forcément de détails juridiques à vous proposer, mais je ne les ai pas en tête à l'instant. Mais il y a beaucoup d'autres façons de soutenir la vie quotidienne d'un enfant et de ceux qui en ont la responsabilité que d'instituer solennellement un système dont on va dire ensuite qu'il est à égalité avec les autres et que tout se vaut et dont l'enfant finalement sera la victime. Donc prudence dans la solennisation de ce que, pour faire bref, nous avons contesté fermement l'ajout d'un S au mot famille dans le ministère dit des familles et qu'effectivement laissait entendre que tout se valait, ce qui n'est pas notre point de vue. Le ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Ajouter un S, justement, jusqu'à présent, on avait, enfin jusqu'à récemment, Hélène Périvier, on avait le ministère de la famille. Le ministère des familles, c'est pour vous prendre acte justement de la diversité des différentes formes que peuvent prendre la famille aujourd'hui. C'était nécessaire ou on est dans quelque chose de strictement symbolique mais qui ne modifie pas en profondeur en tout cas ce que peut être la politique familiale? C'est sûr que ça suffit pas, suffit pas d'ajouter un S pour faire une politique familiale moderne, mais oui, je pense que ça c'est tout à fait en adéquation avec ce que l'on observe dans le comportement des gens aujourd'hui. Voilà, on observe une multiplicité des formes de famille, c'est encore une fois très bien documenté, il faut lire François de Singly, Terry. Voilà, la sociologie de la famille a beaucoup évolué, beaucoup documenté cette question-là, les aspirations des gens ont changé, même en termes de statut marital, les gens sont en union libre, ils se marient, ils se pacsent, ils se séparent. Voilà, je pense que prenons acte dans une société démocratique comme la société française que ce sont les aspirations des gens. Essayons de faire en sorte d'accompagner ces modifications de sorte à protéger les enfants, à assurer l'égalité des enfants à la fois en termes de classe sociale, à la fois en termes de type de famille auquel ils appartiennent, à la fois en termes territorial, qu'on habite Paris, Calvisson, enfin n'importe quelle ville de France, que ce soit assuré en termes de socialisation, qu'on assure l'égalité des femmes et des hommes. Ça, c'est le rôle d'une politique familiale moderne, une politique des familles. Mais quel est le sens de ce mot égalité si l'enfant est privé dès le début de sa vie de ce qui, à nos yeux, est une des ressources les plus belles de l'humanité, cette altérité entre l'homme et la femme? Non, mais parce que moi, je rentre pas sur ce terrain-là avec vous. Il y a la question parce que je pense que vous confondez la question de l'intime et du privé et la question collective et sociale qui est celle de l'intervention de l'État. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, le rôle de l'État est davantage de s'assurer que l'enfant, par exemple, comme je le disais, ait accès à une socialisation. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est pas du tout le cas. Mais les enfants peuvent être accueillis dans sa famille d'abord. Non, mais certes, oui, mais ensuite, d'accord, bien sûr, il est socialisé avec les gens qui l'entourent, mais ensuite, en matière de politique publique, c'est savoir qu'un enfant né en janvier en région parisienne sera accueilli à l'école préélémentaire à 3 ans et demi, alors que dans l'Ouest, où l'école privée accueille les enfants entre 2 et 3 ans, il sera accueilli plus tôt. C'est un problème d'égalité des enfants sur le territoire. Enfin, oui, mais je veux dire, c'est ça le rôle d'une politique familiale pas seulement, moderne, c'est ça le rôle de l'État social, organisé sur le territoire entre les différentes formes du ménage, une redistribution qui garantisse le minimum accès aux services publics, type école, type accueil et socialisation dans des structures collectives, qui permettent de faire face aux problèmes de pauvreté liés aux ruptures familiales, etc., qui permettent d'accompagner, encore une fois, ces évolutions sociologiques de la famille. Sylvia Lerville, pour quelle raison est-ce que vous dites qu'il faudrait séparer la politique sociale de la politique de la famille? Politique familiale, politique sociale de la famille. Eh bien parce que l'État, en soutenant la famille, la reconnaît comme constituant la cellule de base de notre société. Que ce soit d'ailleurs une famille constituée d'un père et d'une mère qui, comme je l'ai dit,
n'est jamais idéale, il n'y a pas de famille modèle, je dis, mais ou que ce soit d'autres configurations liées à des deuils, à des séparations, à des ruptures, à des recompositions. Et en même temps, il me semble qu'il y a une petite contradiction. Alors j'en ai relevé aussi d'ailleurs une chez Hélène Péruvier par rapport à ce qui est écrit dans la Croix, mais pas, sur ce sujet-là justement. Donc vous dites quand même que l'État finalement a un rôle très important dans le modèle qu'il promeut de la famille. Et en même temps, vous dites qu'il doit reconnaître à la famille sa souveraineté, c'est-à-dire finalement une forme de liberté du modèle familial que l'on souhaite. Par souveraineté, je pense que la famille est la première structure politique. Nous naissons, vous êtes nés et moi aussi, quel que soit, même si nos histoires parfois ont été peut-être plus chahutées, mais nous naissons dans une petite communauté politique où nous sommes nés sous l'autorité conjointe, peut-être de deux personnes, peut-être que d'une seule, je ne sais pas. Et là, se construit notre liberté, se construit la fraternité, se construit aussi l'égalité au sein même de cette communauté. Il y a une souveraineté de cette communauté. On ne pénètre pas dans un domicile familial comme ça, l'État n'a pas tous les droits dans la famille. Il y a une souveraineté des parents pour choisir aussi les modes d'éducation de leur enfant, la scolarité de leur enfant. Et par subsidiarité, l'État prend le relais le moment venu où est obligé de faire intrusion dans cette famille si la famille est gravement maltraitante, ce que l'État fait en désespoir de cause. Mais donc je vois cette articulation en donnant, c'est vrai, le premier rôle à la famille, cette structure dans laquelle nous naissons. Et j'ai entendu, c'est pas forcément votre cas, mais j'ai entendu des propositions de quasi collectivisation des enfants au nom de leur supposée égalité, mais qui me paraissent, ces propositions, porter gravement atteinte à l'intérêt, au besoin fondamental de l'enfant, d'être justement dans cette cellule protectrice avant de se retrouver comme un individu au milieu de la communauté nationale. La famille, c'est la rampe de lancement vers la liberté, et je le redis, toute autorité légitime, je crois que c'est pas tellement contesté, naît dans la famille. C'est l'autorité du père et de la mère. C'est comme ça qu'on a pu se construire. Et en tant que père de famille, je suis un magistrat d'une certaine manière, parce que j'autorise ou j'interdis, je régule. Il y a des lois au sein des familles qui, bien sûr, on peut l'espérer, ne sont pas excessivement maltraitantes. Et lorsqu'elles le sont, bien sûr, il y a tout un travail à faire. Et l'État doit encourager à ce qu'elles ne soient pas maltraitantes. Hélène Péruvier, est-ce qu'il y a des modèles alternatifs culturels de famille qu'on peut peut-être opposer justement à ce modèle-là où les enfants sont gérés autrement que la façon dont nous le faisons, nous, dans nos familles traditionnelles? Oui, je pense que dans d'autres pays, la façon dont les familles s'organisent est très différente. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que la famille est une structure politique. Moi, je suis d'accord, dans lequel il y a des relations de pouvoir historiquement extrêmement fortes et depuis très longtemps. Et donc, si on lit Geneviève Fraisse, Les deux gouvernements, la famille et la cité, elle explique très bien comment introduire la démocratie dans la famille a été plus douloureux que de l'introduire dans l'espace public, parce que précisément la domination des hommes sur les femmes, et notamment du point de vue de l'autorité parentale, entre autres, était quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc cette vision, donc moi je suis assez d'accord avec cette vision de la famille comme une structure politique, donc dans laquelle effectivement il y a des relations de pouvoir et donc des batailles, et de ce point de vue-là, je trouve que l'évolution qu'on observe aujourd'hui avec plus de liberté pour se détacher potentiellement de cette structure figée me semble plutôt quelque chose de positif. Je ne pense pas qu'elle soit figée parce que politique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un apprentissage difficile de la liberté. Mais la liberté, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile. Pour un bébé de 6 mois ou pour un enfant de 10 ans, pour un adolescent, eh bien les parents intrinsèquement évoluent dans leur regard, dans l'exigence qu'ils ont, dans la liberté qu'ils donnent. Mais ça, c'est vrai, quelles que soient les différentes formes familiales qu'on observe aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais donc c'est une structure politique, mais je ne le dis pas sur le plan péjoratif. Ça ne veut pas dire une structure de toute puissance. Mais rien ne peut remplacer pour moi cette structure. Et quand l'État est obligé de retirer un enfant à sa famille, je le sais pour mes propres expériences d'accompagnement et d'enfants qui ont été coupés de leur famille pour des raisons soit de violence, soit de deuil, eh bien l'État ne sait pas remplacer. Ne sait pas remplacer une famille. Il faut quand même en avoir conscience. Il y a quelque chose de très précieux parce que au sein de la famille, il y a de l'amour qui peut être effectivement maltraitant. Non, mais là, parce que là, vous parlez de cas extrêmes de maltraitance, mais là, il y a de l'amour dans toutes les différentes formes de famille dont nous avons parlé jusqu'à présent. Voilà. Mais bien sûr, dans le cas de maltraitance, c'est... Guillaume Goubert. Une question que je vous adresse à tous les deux. Il y a actuellement un certain nombre depuis un moment déjà, un certain nombre de progrès techniques, technologiques, biotechnologiques qui permettent de faire en matière d'engendrement des choses qui n'étaient pas possibles autrefois. Alors on en parle beaucoup à propos des couples de même sexe, mais ces techniques, que ce soit la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui, elles peuvent être utilisées tout aussi bien par des couples hétérosexuels. Donc la question n'est pas forcément là ou que là.
Comment réguler ce type d'enjeu? Comment, par exemple, on a un petit peu parlé ces derniers jours, ces dernières semaines des positions des deux candidats sur la gestation pour autrui. Quelle forme de régulation est possible? Comment humaniser ces progrès? Comment leur fixer des limites, Hélène Périvier? Alors moi, je suis pas du tout spécialiste des questions d'éthique liées à la reproduction et à toutes les évolutions technologiques, parce que vous avez cité la GPA, mais on pourrait citer par exemple un cas très intéressant chez Apple et Facebook, où ils ont proposé de couvrir le coût de la congélation des ovocytes de leurs employés, de sorte à leur permettre de repousser l'accès à la maternité, qui est à la fois un leurre et puis une façon de soumettre les individus aux lois du marché. Hein. Donc il y a derrière encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que simplement ce qu'on peut voir dans un désir d'enfant. Donc voilà, il y a aussi une souffrance sociale. On vit dans le monde qui est celui-ci. On peut le déplorer, on peut vouloir le changer, mais voilà, il y a des aspirations des femmes à être émancipées et avoir une carrière, et c'est bien légitime. Et puis il y a cette question de la reproduction qui est extrêmement complexe. Je suis d'accord avec Hélène Périvier sur ce que vous venez de dire sur. Moi, j'ai trouvé extrêmement choquant que cette conciliation vie familiale, vie professionnelle se fasse au prix d'une congélation des ovocytes. J'ai trouvé ça extrêmement choquant, et de même que je trouve extrêmement choquant que le corps des femmes soit utilisé pour, entre guillemets, produire des enfants dans les pays pauvres. Et pour moi, il n'y a pas par ailleurs de GPA éthique. Mais je crois que d'ailleurs par rapport aux deux candidats, hein, l'un et l'autre sont opposés à la gestation pour autrui. Avec peut-être cette petite différence, c'est que Emmanuel Macron, lui, maintient la circulaire Taubira qui permet de donner des droits en termes de citoyenneté française aux enfants qui sont nés d'un père français et d'une mère porteuse. Voilà, ce qui part de l'intention, dit-il, je ne m'en fais pas l'avocat, mais de ne pas discriminer ses enfants. Voilà. Avec le risque, de l'enfant, justement. Voilà. Avec le risque, à nos yeux, en cautionnant finalement l'indignité qui a été faite à ces enfants dans leur mode de procréation à l'étranger, en cautionnant ce fait, eh bien on risque d'encourager ces filières qui, à nos yeux, sont des formes de nouveaux trafics aux dépens des femmes et des enfants. Mais sur ce sujet, sur la question que Guillaume Gaubert posait, je pense que l'enjeu majeur, c'est de repartir du droit de l'intérêt du plus faible. Parce que la loi est faite, vous le savez bien, pour protéger le faible du fort, elle n'est pas faite pour le fort. Le fort n'en a pas besoin. Or, dans la voix, la parole est donnée le plus souvent aux adultes sur ces sujets, qui ont des souffrances que nous entendons à Alliance Vita souvent sur l'infertilité. Ils sont pratiquement prêts à tout transgresser. Et si la société, si l'État, si nous ne disons pas à un moment donné que nous devons réguler nos désirs, ou l'expression de nos désirs en fonction des droits des plus fragiles et des plus faibles. Or, effectivement, pour moi, par exemple, le fait de déterminer avant même la conception que l'enfant aura 3 mères, c'est-à-dire une génitrice lui donnant ses ovocytes, une gestatrice le portant et une éducatrice ensuite auquel sera livré entre guillemets cet enfant, je ne nie pas la souffrance de l'infertilité, bien au contraire, mais si on laisse tout possible, eh bien, on discrimine l'enfant. Et c'est-à-dire, on le prive en plus de ce que les sciences ne cessent de découvrir davantage, cette fusion, cette présence au sein d'une mère, dans l'enceinte maternelle qui est la plus protectrice et qui est son histoire. On le prive donc une grande partie de son histoire en provoquant cette rupture dès après l'accouchement, par contrat, ce qui est une forme de nouvel esclavage. Donc, la question qui se pose à chaque fois, c'est quel est l'intérêt de l'enfant? Voilà. Est-ce que l'enfant a intérêt à être élaboré hors du corps maternel? Est-ce qu'il a intérêt à venir, par exemple, de dons anonymes de gamètes qui le privent de toute sa généalogie d'un côté ou de l'autre? Eh bien, nous disons non, mais c'est très douloureux, je l'entends, à entendre de la part de ceux qui vivent des problèmes d'infertilité, et la société doit réguler parfois nos désirs. Hélène Périvier, est-ce que la politique familiale, c'est une politique qui doit aussi poser des limites, ou bien est-ce que c'est une politique qui doit avant tout accompagner les évolutions et les souhaits de la société? Je pense que du point de vue de la redistribution des richesses, ou la redistribution des ressources, je pense que c'est une politique qui vient accompagner des situations qui existent, et donc essayer d'anticiper au mieux les situations de fragilité des enfants, des familles, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un rôle d'accompagnement qu'a l'État social dans des structures familiales qui sont mouvantes.
différentes. Hein. Donc c'est davantage de ce point de vue-là. Alors, moi, je me prononcerai pas du point de vue de l'intervention de l'État en matière éthique et de reproduction, parce qu'encore une fois, c'est une question qui me semble assez différente. Par contre, quand un enfant est là sur le territoire français, lui assurer une citoyenneté pleine et entière me semble le droit le plus fondamental. Donc nier cette citoyenneté-là, c'est revenir sur ses valeurs fondamentales. Et donc de ce point de vue-là, il doit avoir accès à l'ensemble des droits sociaux auxquels l'État donne accès pour tous les enfants sur le territoire français. Mais sans vous prononcer directement sur ces sujets, est-ce que, en tout cas, les tendances qui sont à l'œuvre aujourd'hui vous paraissent être justement en termes de politique familiale avant tout des mesures qui visent à corriger les inégalités ou les problèmes juridiques, ou bien est-ce qu'il y a une approche qui est peut-être plus structurelle? Je pense par exemple alors à un sujet qui peut paraître un peu anodin, enfin qui ne l'est pas pour un certain nombre de familles, puisque depuis quelques mois, je crois que ça date de 2015, il y a une modulation des allocations familiales. Est-ce que là on est dans une mesure qui, de votre point de vue, est prise parce qu'elle participe d'une certaine conception de la famille, d'une certaine idée de la famille, pour reprendre le titre de ce soir, ou bien est-ce qu'on est avant tout dans une approche économiste, disons, de ce sujet? Non, je pense qu'elle participe pas à une certaine vision de la famille, elle participe à une certaine vision de la redistribution qu'on peut discuter. Pendant très longtemps, les allocations familiales étaient fondées sur une idée du principe d'équité horizontale, à savoir un couple où une personne qui a un enfant ne doit pas voir son niveau de vie baisser par rapport à une personne qui n'a pas d'enfant avec le même niveau de revenu. Ça, c'est le principe d'équité horizontale. Mais ce principe, il rentre en tension avec l'équité verticale, à savoir les ménages les plus riches doivent payer pour les ménages les plus pauvres. Donc, la réforme à laquelle vous faites référence, elle s'inscrit dans une réforme dans un contexte de politique d'austérité, de réduction des dépenses publiques. Donc, après, ce qui est logique, c'est quand vous voulez réduire les dépenses publiques, vous allez davantage prendre aux familles les plus riches plutôt qu'aux familles les plus pauvres, d'autant plus quand vous êtes un gouvernement progressiste. Donc cette idée-là, elle tient davantage à est-ce que l'on a vocation à soutenir les familles qui ont des revenus élevés, peut-être, mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, et quand on est dans un contexte un peu compliqué, où il faut faire des réductions budgétaires, peut-être qu'on peut mettre la priorité sur les familles les plus modestes, aux dépens de celles qui sont les plus riches. Maintenant, on aurait pu se poser la question, comment on aurait pu mettre à contribution d'autres ménages, y compris des ménages qui n'ont pas ou plus d'enfants à charge, par exemple les ménages retraités, auraient pu être davantage mis à contribution pour financer une politique familiale qui aurait eu une toute autre coloration. Mais la question que vous posez, elle est un peu différente, parce que c'est vraiment la question du principe d'équité verticale versus équité horizontale. Et pour moi, on a franchi une ligne rouge là. On a abandonné ce principe d'universalité des prestations familiales dans le cadre de cette politique familiale qui est donc distincte à mes yeux de la politique sociale de la famille. Et c'est très grave, mais aussi ça ne reconnaît pas l'apport de la famille durable à l'économie d'une société. Quand on regarde, Guillaume Goubert l'a évoqué à propos du logement, mais qu'on se regarde le coût au fond de la non-famille, de toutes ces ruptures, le coût, je ne parle pas seulement du coût affectif de la douleur, mais du coût économique, il faut mesurer à quel point la solitude d'une société que certains ont appelée comme la société liquide, un sociologue, j'ai oublié son nom, mais vous allez peut-être le retrouver. Zygmunt Bauman. Voilà, Zygmunt Bauman. Cette société d'individus prétendument autonomes, à certains moments, a des coûts sociaux monumentaux. Tandis qu'on sait aussi que l'aidant de proximité, familial le plus souvent c'est vrai des femmes d'ailleurs, je le reconnais, venant en aide à une personne dépendante, souvent cette génération pivot aussi qui aide à la fois les parents âgés devenus dépendants et les jeunes à s'installer, solidarité cette fois verticale mais dans le cadre familial, elle a un apport considérable à la prospérité, c'est un amortisseur de crise par excellence. La famille est un amortisseur de crise, tandis que l'éparpillement individualiste est un facteur de très lourdes dépenses sociales. Et ça, l'État donc d'un point de vue budgétaire, en tout cas, si je vous suis, Tugdual Derville, ça justifierait en tout cas le fait qu'on privilégie la famille et puis qui ne se sépare pas. Qu'on reconnaisse aussi, je crois que 64% du produit intérieur brut, si on le calculait en calculant l'apport domestique au sein même de famille, qui est essentiellement, vous l'avez souvent signalé, fait par des femmes, eh bien, on manifesterait l'importance de la famille dans l'économie de notre société plutôt que de survaloriser simplement le salariat qui d'ailleurs diminue beaucoup aujourd'hui du fait des évolutions économiques. Un tout dernier petit mot de Guillaume Goubert et une réponse brève de l'un et de l'autre. Holker, c'était pour Hélène Périvier. Vous, dans l'entretien que vous avez donné à la Croix, vous évoquez le fait qu'on a touché au quotient familial, mais qu'on n'a pas touché au quotient conjugal. L'inverse vous aurait semblé préférable?
C'est-à-dire qu'en fait, la réduction d'impôts auquel on a droit au titre des enfants qu'on a à sa charge, et là on peut tous considérer, être d'accord que les enfants sont vraiment à la charge des parents, a été plafonnée depuis longtemps et le plafond a été baissé. Par contre, la réduction d'impôts qu'on a à vivre avec un conjoint inactif ou lorsqu'on a des écarts de revenus importants au sein du couple n'est pas plafonnée. Autrement dit, l'organisation du couple marié ou pacsé aujourd'hui n'est pas du tout questionnée du point de vue de la redistribution. Moi, je pense qu'il faut ouvrir cette boîte de la fiscalité du couple pour se donner des marges de manœuvre et pouvoir déployer une politique familiale cohérente qui permette d'accompagner encore une fois les grands défis de demain, l'égalité des enfants, l'égalité des femmes et des hommes, l'égalité territoriale sur ces questions-là. Et donc, cette question de la fiscalité du couple, elle doit être mise en débat. Ça me semble être extrêmement important aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez retrouver comme chaque soir sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre et également bien sûr dans le journal La Croix de ce jeudi 4 mai. Merci Guillaume Goubert, Tuc Duhalderville et Hélène Périvier. Les références